Bonsoir Vélina. Bonsoir, je te laisse te présenter. J'ai entendu que tu avais commenté. Ben oui, j'ai commencé une petite introduction en attendant tranquillement que les gens arrivent, qu'ils se posent, qu'ils prennent leur boisson chaude préférée et qu'on puisse tous ensemble discuter un petit peu des crises de panique et de l'agoraphobie. Donc j'étais en train d'expliquer justement que donc on travaillait sur le projet justement des crises de panique avec Planepsy sur le compte Instagram. Et du coup, donc voilà, je me suis déjà un petit peu présenté en expliquant que j'étais étudiant et donc j'étais un petit peu présenté comme du coup ce que tu es l'investigatrice du projet. Du coup, si tu veux, je peux te laisser te présenter un petit peu plus. C'est gentil, merci. Écoutez, moi je suis docteur en psychologie. Ça fait 10 ans que je travaille sur la peur de l'avion. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de me familiariser aux attaques de panique. Parce qu'en fait, les gens qui ont peur de l'avion, peut-être qu'il y en a à peu près 80-85% qui ont peur aussi de faire des attaques de panique. Donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à voir comment ça fonctionne et puis à apprendre aussi à les gérer, à apprendre aux patients aussi toutes les techniques qui sont utiles et qui sont efficaces pour pouvoir surmonter ça. Voilà, et puis on a décidé de créer ce projet-là. Enfin, j'ai eu l'idée un petit peu pendant le confinement, pendant que tout le monde était un peu enfermé, je me suis dit que c'était dommage de ne pas pouvoir partager ses connaissances et de pouvoir en fait vous dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on souffre d'attaques de panique ou même d'autres difficultés. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide de plusieurs étudiants en psychologie. Et c'est super parce que c'est un projet du coup qui est bénévole sur Instagram qui permet en fait d'apporter énormément d'informations et puis de vous dire aussi qu'il faut se soigner quand on a un problème et qu'il y a quand même des solutions. Parce qu'on a tendance, et moi j'en ai vu pendant des années, hein, des patients qui venaient et qui disaient, mais en fait, j'ai testé ceci, cela, ça n'a jamais marché. Et en fait, ils n'avaient jamais testé la thérapie qui était indiquée dans les troubles paniques. Et c'est vrai que quand on n'est pas familiarisé aux choses, on a tendance voilà, c'est normal, vous ne savez pas ce qu'il faut faire et personne ne vous dit quelles sont les thérapies efficaces. Les informations sont un peu cachées, hein. Sur ça, il y a eu une grosse étude quand même de l'INSERM qui montrait que les thérapies cognitivo-comportementales sont les plus efficaces pour traiter les phobies. Et c'est vrai que ça a été un tout petit peu camouflé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc les gens, ils ont tendance à tester l'hypnose, la sophrologie, et c'est pas forcément les choses qui permettent en fait de se sortir de ça. Je sais pas si tu es d'accord, Lucas. Totalement, sachant que on peut avoir beaucoup d'informations finalement sur Internet, mine de rien, sur les crises de panique, mais des fois avec certains sites qui sont pas forcément spécialisés, avec des personnes qui écrivent sur ces thématiques-là et qui effectivement proposent pas forcément des thérapies, mais des exercices en expliquant que parfois en changeant ce régime alimentaire, en faisant telle activité, et des fois en proposant effectivement des thérapies mais qui sont pas les plus indiqués. Donc effectivement, dans les études, on parle beaucoup des TCC, les thérapies cognitives et comportementales, par rapport à d'autres thérapies qui sont moins indiquées, sachant que les crises de panique, c'est pas quelque chose qui est un petit peu mystérieux ou il y a que ça concerne que quelques personnes. On peut avoir cette idée que ça peut concerner que les personnes qui sont très très angoissées. Et pourtant, de ce que disent les chiffres, on estime en général qu'environ une personne sur trois va faire au moins une crise de panique ou une crise d'angoisse dans sa vie. Donc ça concerne beaucoup de monde. Et on peut aussi dire que ça nous concerne tous et toutes, parce que même si nous, on peut faire partie des personnes qui ne font pas actuellement de crise de panique ou qui n'en feront pas dans leur vie, on connaît statistiquement quand même un proche ou une proche qui peut en faire. Et il y a beaucoup aussi un petit peu de stigmatisation, de honte, et le fait de se dire mais peut-être que je ne devrais pas en parler ou c'est difficile d'en parler parce que c'est aussi quelque chose qui est très impressionnant de faire une crise de panique ou Pour une le crise cas, d'angoisse. ouais, c'est quelque chose qui est très lié. Enfin, on a l'impression d'être faible, d'être fou aussi. Puis avec tous les symptômes qui accompagnent la crise de panique, évidemment, ça fait peur. Et du coup, il y a, tout à fait, tu as raison, il y a énormément de personnes qui vont le cacher. Donc, même peut-être vos amis, il y en a qui le font, ils ne vous le disent pas. Et c'est vrai que, voilà, une personne sur trois, c'est quand même énorme, peut faire une attaque de panique dans la vie.
Et c'est vrai qu'on n'est pas protégé de situations de stress, de situations qui peuvent nous angoisser et qui font que, bah oui, effectivement, l'anxiété peut ressortir par un moment comme ça un peu brutal de panique. Et puis, après, il y a des facteurs qui vont faire aussi que ça va s'entretenir ou pas et que du coup, est-ce qu'on va développer aussi une hypervigilance, une hyperfocalisation par rapport à ce problème-là aussi. Oui, tout à fait. Ah bon. Sachant que, en plus, les crises de panique, il n'y a pas que les crises de panique en tant que telles, qui peuvent être le problème dans le fait d'en faire, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a aussi l'anticipation de refaire des crises, le fait de ne pas savoir finalement ce qu'est une crise de panique et finalement qu'est-ce qui nous arrive. Et tu l'as évoqué, certaines personnes peuvent avoir l'impression d'être fou, d'être folle, de dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai le cerveau qui bug ou est-ce que j'ai un gros problème? Ou qui peuvent aussi confondre une crise de panique avec une crise cardiaque. Et du coup, il y a tout le contexte autour des crises de panique et pas seulement sur le moment de faire une crise de panique, mais le fait que ça va influencer finalement toute la vie de la personne. Et pour certains et certaines, ça va être le fait que toute leur vie parfois va tourner autour des crises de panique et de l'anticipation d'en faire, et parfois ne pas se rendre dans certains lieux ou dans certaines situations, par exemple les soirées ou les lieux où il pourrait y avoir beaucoup de monde, comme les cinémas, les théâtres, les supermarchés. Et du coup, en fait, c'est très difficile finalement d'en faire parce que toute notre vie va être finalement axée sur le fait de faire des crises de panique. Oui, les Donc choses vont c'est vrai que c'est tourner. important d'en parler. Exactement, les choses vont tourner autour de ça, en fait, et ça va provoquer énormément d'évitement. Donc, un peu pour revenir peut-être sur les modèles un peu théoriques hein, des attaques de panique et de ce qu'on sait actuellement. Alors, on sait typiquement que on a des facteurs biologiques qui vont influencer notre système d'alerte, tout simplement. Donc, il y a des personnes qui vont être plus susceptibles de réagir et qui ont une réactivité qui est un peu supérieure aux autres et ce qui va donner en fait la capacité de réagir et de surréagir un petit peu au stimuli. Qu'est-ce que ça va donner finalement? C'est que bah, tout simplement, on a cette vulnérabilité et puis après, avec l'âge, il y a des facteurs qui vont s'ajouter et on ne sait pas pourquoi, ou les études ne l'ont pas encore expliqué, les attaques de panique ont tendance à apparaître plutôt à partir de 20 ans. Et c'est entre 20 et 30 ans en général, 30-35 ans ou plus tard, que ça va apparaître. Il y a aussi des choses qui vont influencer tout ça. Il y a la prise d'alcool, la prise de cannabis, le tabac aussi. C'est- Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent en fait aggraver ou en tout cas participer un petit peu à l'apparition des attaques de panique. Le cannabis, c'est un gros facteur déclenchant et les gens ne le savent pas. J'en ai beaucoup qui viennent genre 10-15 ans après en se disant mais pourquoi j'ai commencé à avoir des attaques de panique en ce moment-là? Et ils n'arrivent pas à faire le lien. Et en fait, on se rend compte que c'est une période aussi de consommation ou d'alcool ou d'autres choses. Et donc, c'est ça qui va aussi provoquer l'apparition de ce trouble. Il y a aussi évidemment l'anxiété qu'on va ressentir parce qu'en fait, c'est le début de l'âge adulte hein, et c'est là où on se confronte à plein de choses, hein, que ce soit la fac, est-ce que je vais y arriver, toute la partie je veux être à la hauteur et en fait, c'est un stress énorme aussi. Puis il y a d'autres facteurs aussi avec des événements de vie qui vont s'ajouter. Et là, ça, évidemment, ça déclenche énormément de sensations. Il y a aussi l'enfance. Donc, est-ce qu'on a quelque part créé des schémas de danger? On va en parler tout à l'heure, peut-être plus en détail. Mais dans l'enfance, on a tendance à créer aussi un peu des pensées qui sont plus ou moins vrai sur l'environnement et en fonction de l'enfance qu'on a, de l'entourage, des parents, en fonction de ce qu'ils vont nous dire aussi. Et ben, en fait, ça va aussi influencer un petit peu notre manière de traiter les choses.
Et donc, on Mhm, a ce tout qu'on à appelle fait. des facteurs de vulnérabilité. Enfin, je me sens vulnérable face aux choses, je me sens en danger, j'ai l'impression que l'environnement, il y a tout le temps quelque chose de dangereux autour. Et c'est très proche de l'anxiété généralisée aussi, où on va tout le temps s'inquiéter et avoir l'impression qu'il y a un danger. Alors, Oui, tout à fait. Dans les commentaires éco-excentriques, qui nous citent aussi le surmenage, qui est aussi un facteur très important pouvant mener non seulement à l'anxiété, à l'angoisse, mais aussi du coup aux crises de panique. Et ce que tu disais, Vélina, c'est super intéressant parce que, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est pas juste des personnes qui sont naturellement angoissées qui vont être touchées par ça. Ça va être finalement énormément de facteurs. La liste est très très longue. mm, Du coup, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Donc, comme tu le disais, que ce soit le tabac, l'alcool ou le cannabis, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et sur lesquels les gens sont pas forcément informés et ne savent pas forcément d'où viennent ces crises de panique. Donc ça, c'est super intéressant de le dire. ouais, puis au départ, c'est très angoissant parce qu'on comprend pas ce qui nous arrive. Là, je pense à un de mes derniers patients qui avait fait une attaque de panique suite un peu au port du masque. Et en fait, comme il avait des lunettes aussi en même temps, des lunettes de vue, il s'obligeait un peu à retenir sa respiration parce que ça lui crée de la buée dans les lunettes. Mhm. Et donc, à force de faire ça en cours toute la journée, bah, en fait, tout simplement, il y a une attaque de panique qui est arrivée. Et lui, il a cru qu'il allait mourir. Enfin, la première fois, c'est terrible parce qu'en fait, on comprend pas ce qui se passe. On a vraiment l'impression qu'on n'est pas sensibilisé au sujet, on ne sait pas ce que c'est. Il y a juste un moment terrible d'angoisse et d'alerte qui est là. On a l'impression qu'il nous arrive quelque chose. Et donc, on va interpréter ce moment-là comme bah, je vais mourir, en fait. Mhm. Donc, pour les personnes qui pensent que c'est possible, quand même, parce qu'il y a quand même des idées négatives par rapport à tout ça, sachez que ça n'a rien à voir avec une crise cardiaque. Une crise d'angoisse, c'est autre chose. C'est juste notre système d'alerte qui s'emballe. Le système d'alerte, il va s'emballer, il va vous donner beaucoup d'énergie. Donc, vos attaques de panique, il faut plutôt les comprendre comme de l'énergie. Je déclenche de l'énergie. Cette énergie, elle est faite pour vous protéger. C'est pas pour vous tuer, en fait. Et alors qu'en fait, c'est tellement fort qu'on va avoir l'impression que c'est quelque chose qui peut nous tuer. Et donc, c'est important, et petit à petit, c'est aussi le travail qu'on va faire en thérapie, c'est aussi de faire comprendre à la personne que cette énergie-là, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas dangereuse, c'est juste des symptômes physiologiques. Petit à petit aussi, avec des petits exercices, on fait aussi apprendre à la personne à les gérer différemment. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à banaliser aussi ces manifestations-là. Donc déjà, dites-vous, voilà, une crise de panique, c'est pas dangereux. Même les urgentistes, ils le disent, hein, souvent, aller aux urgences, ça sert à rien. Après les urgences, ça sert à rien. C'est juste, on va vous donner souvent un sac parfois pour pouvoir mieux équilibrer votre respiration. Et le but, c'est comme dans une attaque de panique, on a tendance à déséquilibrer complètement ce système-là. Je vais vous expliquer dans quelques minutes qu'est-ce qui se passe. Ben, en fait, les urgentistes, ils vont vous donner tout simplement un sac pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe et pour que vous soyez capable à la fois d'inspirer, de prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Mhm. Donc, voilà. Donc, premier élément, pas de danger, c'est juste de l'énergie. À l'époque, c'était utile. Et même aujourd'hui, s'il y avait un vrai danger, vous seriez beaucoup plus rapide que nous deux avec Lucas pour réagir face au danger. Et à l'époque, nos ancêtres, ils avaient besoin de ça pour pouvoir se sauver, fuir de la situation, pouvoir réagir face à ça et donc être très rapide. Et c'est encore ce système-là qui se déclenche. Donc aujourd'hui, peut-être nous, avec le cas, on serait moins réactif, mais en termes d'évolution, en termes de protection, en fait, c'est vous qui seriez plus fort. Donc ne vous dites pas que vous êtes nul parce que c'est pas forcément le cas. Donc il y a déjà. Oui, tout à fait. Et aussi, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle de l'évolution et du cerveau, en fait, on sait que notre cerveau, même s'il évolue, on a le même cerveau que pouvaient avoir nos ancêtres il y a des centaines, il y a des milliers d'années. Mais sauf que ce qui a changé, c'est le monde. La société a évolué et tous les jours, on est plongé dans plein de stimulations différentes et parfois on est hyper stimulé par le monde autour de nous.
et des événements pour lesquels certaines personnes pourront forcément se reconnaître. Un événement stressant classique, ça va être un entretien d'embauche, un examen pour un étudiant ou une étudiante. Tous ces événements qui créent du stress, du trac, de l'anxiété et qui peuvent amener des crises d'angoisse et des crises de panique, c'est une façon aussi pour le cerveau d'interpréter un danger imminent, mais plongé dans la société dans laquelle on est, c'est difficile pour le cerveau, lui, de comprendre en quoi la situation imminente, par exemple un examen, va être stressante. Et du coup, c'est ce système d'alarme qu'on a avec notre cerveau et notre corps qui crée la panique, mais c'est une manière pour notre corps, comme tu dis justement, de se préparer un petit peu à cet événement qui est considéré comme un danger. Et donc, comme tu dis, bah, ceux qui et celles qui peuvent être angoissés, il y a aussi cette manière de se dire, bah, mon corps se prépare aussi à cet événement stressant. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir interpréter les choses comme ça et Ouais. pas forcément interpréter de l'angoisse comme étant une faiblesse, ce qu'on pourrait avoir tendance à penser dans notre société actuelle. Exactement. Et puis, ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est juste les situations qui ont changé. À l'époque, fallait fuir, se battre, courir, il y avait des prédateurs. Maintenant, les prédateurs, c'est juste notre email. Et on reçoit un mail et il y a des études qui montrent que quand on a un mail, en fait, on se met en apnée. Et donc, c'est exactement le même processus dans les attaques de panique. On va se mettre en apnée, on va arrêter l'expiration et on va continuer à faire cela. Et donc notre cerveau, malheureusement, il n'est pas capable de faire la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Il suffit que vous vous disiez, il y a un problème et qu'il y ait un apprentissage, par exemple, il suffit d'avoir eu un problème dans une situation donnée pour que votre cerveau soit capable de s'en souvenir pour la suite. À l'époque, c'était nécessaire parce qu'il fallait être très rapide et enregistrer que bah, si une fois j'ai eu peur, la prochaine fois c'est pareil. Il faut que je puisse fuir très vite. Et donc votre cerveau, même sans que vous soyez obligé de réfléchir, il vous envoie tout simplement l'alerte pour que vous puissiez vous sauver de la situation. Et c'est ce qui se passe dans les moments de panique maintenant, quand il y a un apprentissage qui se crée au niveau des attaques de panique, vous allez vous dire telle situation, ça me déclenche ça, et tout de suite vous allez avoir envie d'éviter parce que votre corps vous donne tous les symptômes pour que vous fassiez ça. Et c'est là où du coup il ne faut pas trop se faire avoir parce que les évitements amènent des évitements et les évitements amènent encore plus de peur aussi. Et c'est là où on se met à avoir encore plus peur pour la suite et faire de moins en moins de choses. Et énormément se restreindre dans la vie, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens finissent un peu par vivre un peu en fonction de la phobie. C'est plus les décisions des choses qu'on aime, des choses comme ça qui comptent, ça va être mais est-ce que je vais avoir peur ou pas? Ça va tellement prendre le dessus sur mes envies, sur mes besoins, sur est-ce que j'ai envie d'aller voir telle ou telle personne. Et c'est là où, du coup, c'est important de se dire, mais est-ce que la phobie est très importante? Et si c'est le cas, ne pas rester seul, ne pas rester isolé et penser à demander de l'aide. Et donc l'aide, typiquement, on la demande pas n'importe où. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses, malheureusement, qui se lancent un peu même sur Internet, hein. Vous avez même des patients qui vont vous dire, mais moi, je m'en suis sortie comme ci ou comme ça. Sauf que il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Après, vous avez beaucoup de coachs aussi qui essayent un peu voilà, de communiquer dessus. Il faut faire attention. Il faut choisir toujours, et peu importe le trouble finalement, il faut choisir des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont fait des études, qui sont diplômés. Voilà, c'est un peu les conseils pour toutes les personnes qui souhaitent un peu trouver une aide et se faire aider. Et je pense que c'est important et on ne le dit pas assez. Oui, tout à fait. Sachant que tu parlais justement des coachs, on a évoqué un petit peu des fois les sites qui peuvent donner le top 10 des meilleurs conseils pour arrêter d'angoisser. Donc il y a beaucoup de contenu et parfois pas forcément beaucoup de vérité. Du coup, on peut se dire bah, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et en fait, j'ai reçu cette question-là d'un proche assez récemment. Et du coup, je vais pouvoir te poser cette question parce que je pense qu'elle est assez pertinente par rapport à ce dont on parle, c'est qu'est-ce que peut faire un ou une psychologue finalement quand on va le voir pour aider pour les crises de panique. On va en parler, ok. Alors, je vais juste répondre d'abord.
parce qu'il y a une question sur le diagnostic et comme ça, on va pouvoir passer du diagnostic à la prise en charge. Oui, c'est vrai qu'on a eu deux questions Oui. effectivement. Donc, quand est-ce qu'on est diagnostiqué comme personne touchée par des crises de panique? Alors, donc, on peut faire une crise de panique et puis on peut aussi petit à petit développer ce qu'on appelle le trouble panique. Le trouble panique, ça va être une anticipation des moments qui pourraient nous donner de l'angoisse et qui pourraient déclencher des crises. Et il y a aussi 4 symptômes à avoir parmi 13. En général, il y a évidemment le souffle coupé, l'étourdissement, les mains moites, la dépersonnalisation, la déréalisation. Enfin, il y a tout un tas de symptômes comme ça. Donc, il faut en avoir 4 parmi ceux-là pour avoir le diagnostic aussi. Après, ça peut aller aussi avec une agoraphobie. Alors, l'agoraphobie, souvent c'est un terme un peu difficile pour les gens parce qu'ils ont l'impression que c'est la peur de la foule. Alors qu'en fait, ça regroupe aussi la peur des espaces fermés, la claustrophobie. Et donc soit on va avoir peur, c'est tout simplement tous les endroits où il serait difficile ou gênant de s'échapper. Donc ça peut être même un champ. Donc des personnes qui vous disent mais moi je ne peux pas aller sur des routes à la campagne, m'éloigner de chez moi, la peur de s'éloigner de la maison aussi. Et ou sinon, ça peut être tout simplement l'enfermement avec la peur de rentrer dans un ascenseur, les cinémas, même se retrouver coincé sur une table au restaurant, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont peur d'être sur une banquette au milieu de tout le monde parce qu'ils se disent que bah non, en fait, on ne peut pas fuir dans ces cas-là, si jamais on a besoin, en fait. C'est toujours la peur d'avoir peur et si jamais j'angoisse encore plus, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et en fait, c'est comme ça qu'on entretient aussi la phobie. Donc, ça, c'est pour le diagnostic. Après, il y a toute la prise en charge. Et tu as raison de me poser la question parce que je pense que vous la posez tous. Donc, qu'est-ce que peut faire un psychologue? Donc, déjà, il y a plusieurs branches dans la psychologie. Il y a la psychanalyse, il y a les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, pour les phobies, on sait que c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui vont être les plus efficaces. C'est là où on montre le plus d'efficacité et on voit que les personnes vont pouvoir petit à petit apprendre tout simplement à gérer les attaques de panique et tout simplement petit à petit il ne va plus en avoir. Donc on arrive à une diminution progressive et puis en fait après on va passer des mois et des mois sans faire d'attaque de panique et les choses s'améliorent comme ça. Alors qu'est-ce que c'est la TCC? C'est à la fois on va travailler sur les comportements. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'évite? Quelles sont les situations qui me posent problème? Donc, on fait toute une évaluation de toutes les situations qui vous stressent et on va commencer à travailler les choses qui sont les plus faciles. Tout en travaillant cela, on va vous apprendre à gérer votre stress différemment parce que quand vous commencez la thérapie, vous ne savez pas forcément gérer votre stress et c'est normal parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Pourtant, on devrait l'enseigner à l'école. C'est quelque chose de tellement utile. Donc, on va apprendre ces techniques de gestion du stress, gestion des émotions. On va travailler sur les comportements et on va aussi travailler sur les pensées qui déclenchent le problème. Donc, qu'est-ce que je me dis face à la situation? Personne ne va venir m'aider, je vais mourir, il va se passer tel truc, je vais paniquer, je vais faire une crise d'angoisse. Enfin voilà, c'est tout le temps on voit les choses que dans le négatif. Il y a toute cette anticipation négative. Et petit à petit, même si ça vous paraît complètement impossible aujourd'hui, et en fait, je sais à quel point les choses changent. Et c'est incroyable. Les gens me disent, mais 2 mois après une prise en charge, quand c'est un psychologue qui est spécialisé, à quel point on peut changer toutes les idées qu'on a dans la tête par rapport à différents problèmes. Là, je pense à une dame qui était complètement paniquée, ne pouvait même pas sortir sur son balcon par rapport au coronavirus. Ben, en fait, les choses ont changé depuis. Maintenant, elle invite sa famille à la maison, ben, elle est vaccinée et tout. Donc, voilà, les choses changent. C'est juste que quand on est tout seul face à ses pensées, c'est hyper difficile et on a besoin d'aide. Et c'est pas grave si on a besoin d'aide. C'est pas de la faiblesse. C'est juste que ça permet tout simplement de revoir les choses différemment, de les réfléchir, de prendre du recul aussi. Et c'est compliqué de prendre du recul quand on est tout seul.
Oui, tout à fait. Voilà. Et avoir un lieu aussi en thérapie pour pouvoir d'abord aussi parler de ça, des crises de panique et ce qu'il y a autour des crises de panique, c'est déjà un début du travail pour pouvoir poser ça avec son thérapeute. Et c'est déjà aussi un grand pas de pouvoir se dire j'ai quelqu'un qui peut accueillir cette parole, qui peut accueillir aussi mon vécu. Mais c'est pas que ça, effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi, tu as parlé aussi beaucoup de travail. Il y a quelque chose de très concret aussi dans les thérapies cognitives et comportementales. Ça va pas être juste de l'exploration. Si on va essayer aussi de comprendre comment fonctionnent les crises de panique, dans quel moment on peut en avoir. Et quand tu parlais des pensées, souvent, lorsque quelqu'un est très angoissé et va faire une crise de panique, il y a souvent des pensées qui sont très récurrentes et qui peuvent tourner en boucle. Et je C'est sais, il y a aussi toujours ce les mêmes. travail-là, Et c'est tout à fait, important, et c'est du possible coup, de créer l'angoisse. exactement, c'est de se rendre compte, en fait, à quel point les pensées, ça va être toujours les mêmes. Et en fait, quand on arrive Mm. à les modifier, juste une par une, et en fait, ça se soigne quand même assez rapidement. Et donc, comme tu dis, il y a aussi des choses très pratiques. C'est pas juste je parle de mes problèmes, j'expose mes difficultés et tout. On va vous donner des exercices très pratiques pour pouvoir gérer ça. C'est pas juste je parle, mais c'est je fais des exercices chaque semaine, des choses différentes. Il y a quand même une rééducation respiratoire à faire par rapport à ça. Mm. Ça n'a rien à voir avec la sophrologie. C'est pas juste je me détends, je fais du yoga. Il y a une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque qui est super efficace. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, du coup, et qu'est-ce qui se passe dans une attaque de panique. Alors, une attaque de panique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de respiration et des pensées qui s'ajoutent par-dessus, en gros. Donc, il y a beaucoup de physiologique et c'est là où on se rend compte à quel point aussi le mental et le physique sont liés. Il va y avoir, ok, il va y avoir les pensées, mais il va y avoir le physique. Et quand on est stressé, bah, notre corps répond à ça. Donc, on va faire une première attaque de panique. On va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, on va se dire qu'il y a un danger, évidemment. Et puis, pour faire une attaque de panique, ce qui va se passer sur le plan respiratoire, c'est qu'on va bloquer l'expiration. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Notre respiration est gérée par deux systèmes différents. On a l'inspiration qui, elle, répond à tout ce qui est système d'alerte. Donc, tout ce qui est je me sauve, je réagis à une situation dangereuse ou je lis un mail qui m'énerve ou je m'énerve contre un collègue au travail, ça va être toujours j'inspire plus et j'oublie d'expirer. Mm. Donc, dès que vous êtes dans un état d'alerte, dans un état de stress, donc quelque chose d'angoissant, vous allez, sans vous rendre compte, tout simplement, votre organisme va vous préparer à réagir à cette agression quelque part qui vient de l'extérieur et qui va vous dire bah, fais quelque chose, il va falloir se sauver, réagir et tout. Et donc, on va avoir beaucoup d'inspiration sans s'en rendre compte. Et donc, on va inspirer, on va déséquilibrer le système qui normalement fonctionne comme une balance. En gros, on a j'inspire et j'expire. Et donc, on va rééquilibrer tout ça. Sauf que dans une crise de panique, en fait, on va avoir beaucoup d'inspiration et ça, on le fait des heures et des heures, même avant de faire une attaque de panique. Et puis, en fait, on va bloquer l'expiration. Et donc, il n'y a rien qui va venir, en fait, détendre. Parce que l'expiration, c'est le seul moyen et la seule manière que vous avez pour calmer, en fait, ce moment d'alerte. Donc, en gros, inspiration égale système d'alerte. Expiration, c'est le système de détente. Et même si vous l'essayez maintenant, typiquement, si vous testez juste comme ça, pour comprendre, bah, quand vous inspirez, vous avez votre corps qui se prépare à réagir, qui se prépare à avoir de l'énergie, à se lever, à faire des choses. Et puis quand vous expirez, en fait, on est au repos. Il y a une sorte de repos qui s'installe et c'est pour ça que l'inspiration, c'est vers le haut en général et l'expiration, c'est vers le bas. Donc, voyez-le aussi comme, moi je donne souvent cet exemple, c'est comme dans votre voiture, vous avez l'accélérateur et le frein. Quand vous inspirez, ça accélère tous les symptômes dans votre organisme. Ça va accélérer les mains moites, le cœur qui bat vite, tous les symptômes qui sont super désagréables, tout ce que vous ressentez, vous. Et puis, il n'y a rien pour calmer. C'est par l'expiration que vous allez pouvoir calmer. Donc, il y a toute cette rééducation à faire pour vous réapprendre à sentir ces moments-là
parce que actuellement, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et puis du coup, d'être beaucoup plus vigilant par rapport à ça, de faire des petits exercices pour, même dans des situations calmes, hein, même les situations sans stress, que vous appreniez à respirer dans le bon rythme, parce que souvent on se rend compte que les gens qui font des attaques de panique, ils ont une respiration aussi qui est très superficielle. Donc Mm. en général, ça va être là. Ça va être toujours j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et des fois, c'est des gens qui vont passer toute une journée en apnée et qui vont être complètement en apnée pendant des heures. Bah, évidemment, le stress, il a besoin de sortir vers quelque part, en fait. Tout simplement, le corps est super intelligent. Il faut le prendre comme de l'intelligence quelque part, parce que le corps, il vient vous dire aussi des choses. S'il y a des attaques de panique, c'est qu'il vous dit des choses qui vont être utiles, en fait. C'est juste que du coup, il faut l'écouter. Parce qu'on a tendance aussi à un peu refuser les émotions et à se dire qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais en fait, parfois, il faut le prendre comme au contraire, qu'est-ce que ça veut me dire aussi? Et puis, qu'est-ce que je fais pas bien, en fait? Enfin, c'est pas qu'est-ce que je fais pas bien, mais quel est le problème? Est-ce qu'il y a trop d'alcool? Est-ce qu'il y a trop de caféine? Est-ce qu'il y a trop de boissons stimulantes? Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je dors trop peu? Et c'est plein de facteurs comme ça. Ou est-ce que je suis trop stressée au travail? Est-ce que je me mets trop la pression? Il y a tous ces facteurs-là, et heureusement que votre corps est là pour vous dire qu'il y a un souci, parce que voilà, ça vous prévient aussi et ça vous protège d'autres choses. Mhm. Donc, Oui, il y tout a à ce fait. côté, oui, pardon. Excuse-moi, je dis parce que ce que tu dis sur la respiration, je trouve ça très pertinent parce que finalement, c'est aussi un conseil qu'on entend vraiment partout, que ce soit chez les professionnels ou sur les sites internet, surtout les ressources qu'on voit sur l'anxiété. Ça va être parfois ce verbe unique, ça va être respirer. Et pourtant, même si ce conseil, il est intéressant, on peut se dire, oui, mais respirer, Je finalement, respire. c'est acquis. On respire tout le temps. Et au final, ouais, il y a beaucoup de personnes Oui. qui, entre guillemets, ne respirent pas d'une manière qui leur permet à calmer l'angoisse. Donc, il y a aussi le fait d'apprendre et de réapprendre Mm. à respirer. Donc, comme tu disais, avec la cohérence cardiaque et de se rendre compte que ce qu'on peut prendre pour acquis, comme un truc aussi simple que la respiration, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et ça peut être un exercice et un entraînement. Et tu parlais aussi des pensées, donc le travail sur les pensées et la respiration, donc le lien entre le corps et l'esprit. C'est Mm. un travail qui est global et on peut un peu voir ça comme finalement comme un entraînement si on veut faire le parallèle avec un sportif qui se met à courir. Et plus il ira courir et plus il courra vite et plus il sera capable de courir longtemps. Quand on travaille avec un psychologue qui est spécialisé en thérapie cognitive et comportementale, on apprend petit à petit, peut-être pas dès le début, on va y arriver, mais c'est un apprentissage, on s'en sort de mieux en mieux, comme un sportif ou comme quelqu'un qui apprend à faire des travaux manuels, et on s'en sort de mieux en mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de réapprendre toutes ces choses-là, comme la respiration. Et je trouve ça vraiment bien que tu puisses prendre un temps pour en parler de manière concrète comme ça. Mm. Et c'est exactement ce que tu dis, parce que souvent on entend, oui, il respire. Bah oui, vous respirez, hein. Enfin, vous n'êtes pas arrêté de respirer en fait. C'est juste que euh, l'inspiration, c'est le système d'alerte, et l'expiration, quand vous êtes stressé, vous n'en avez pas tellement besoin, et donc vous oubliez de le faire. Et donc, c'est là où il y a toute une explication à faire, il y a à voir pour comprendre et pour bien maîtriser tout ce système-là. Donc, la cohérence cardiaque est une super technique. Donc, j'en profite pour répondre à la question de Sadek qui me demande que faire pendant une crise et quels sont les gestes ou habitudes à adopter. Alors, le mieux, c'est en fait d'agir par prévention. Dans les attaques de panique, c'est un peu comme dans d'autres difficultés psychologiques. Parfois, c'est qu'en fait, il faut presque avoir une nouvelle hygiène de vie petit à petit. Et s'entraîner, comme tu disais, comme un sportif, c'est comme un marathon. Une attaque de panique, c'est un marathon pour vous actuellement. C'est hyper difficile quand on n'est pas entraîné de savoir la gérer. Et c'est pour ça que le conseil, c'est de s'entraîner tous les jours. Et moi, c'est toujours ce que je fais avec les patients, c'est on va s'entraîner tous les jours pendant au moins un mois ou 2 mois parfois si c'est nécessaire, à avoir une bonne respiration 2 fois 5 minutes par jour, ou au moins 5 minutes par jour. Donc, on met ça dans des situations quotidiennes, juste le soir à la maison au calme et une fois dans l'après-midi, par exemple, au travail. Donc, on va avoir ces moments un peu de calme et ça va permettre déjà de savoir se calmer et de
et de revenir vers, bah, alors, comment je suis aujourd'hui? Est-ce que mon niveau de stress est très important? Parce que les gens qui font des attaques de panique aussi, bah, typiquement, je pense à un patient là que j'ai, bah, en fait, ils n'arrivent même pas à sentir qu'ils sont stressés. Tellement ils sont dans quelque Mhm. chose de très automatisé, bah, je fais, je bosse, j'ai beaucoup de choses à faire, et puis je ne prends pas le temps de me reposer. Et en fait, on n'arrive même pas à se rendre compte que, bah, en fait, on a trop poussé sur nos limites. Et c'est tout un apprentissage aussi à avoir sur, bah, est-ce que je pousse pas un peu trop déjà? Et puis, bah, quels sont les moments où je peux me permettre aussi de me reposer de temps en temps, de faire des toutes petites pauses comme ça, où je vais un peu revoir ma respiration. Et c'est dans le but du marathon. Donc, au départ, c'est juste, je m'entraîne à le faire dans des situations au calme, parce que c'est comme un muscle. Et on sait que la cohérence cardiaque, votre capacité de gérer le stress sur le plan cardiaque, c'est un entraînement. C'est comme un muscle. Les gens qui ont créé les logiciels de cohérence cardiaque et tout, ils sont capables de passer, quand ils s'entraînent, ils sont capables de passer en 10 secondes d'un état de crise de panique totale à un état de calme. C'est juste, c'est juste de l'entraînement en fait. C'est juste un marathon. Donc évidemment, je sais que c'est pas facile d'avoir ce côté discipliné, il faut le faire et tout. Mais au départ, c'est hyper important. Donc je fais de la cohérence cardiaque au moins 5 fois par jour, tous les jours. Et vous allez voir qu'au bout de un mois déjà, et j'en suis sûre que quand on le fait bien, en fait, au bout de un mois déjà, ça diminue les attaques de panique. Après, il reste un travail sur toutes les pensées autour, sur les évitements, sur comment reprendre un peu voilà, une vie un peu plus équilibrée, comment pouvoir se confronter aux situations. Et ça, c'est mieux de le faire avec un thérapeute. Pour les personnes qui veulent voir, il y a une vidéo avec mon nom sur YouTube. Vous tapez Velina Negovanska et il y a une vidéo sur justement avec des conseils sur comment faire de la cohérence cardiaque tous les jours pour que vous puissiez vous entraîner. Donc il y a ça. Mhm. On vous enverra, pensez à nous donner votre adresse mail. On peut vous envoyer pas mal de documentation là-dessus aussi. Voilà. Donc on peut vous partager comme ça des choses, des documents, des fichiers utiles pour que vous puissiez un petit peu vous entraîner. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de ressources, comme tu dis, dans lesquelles, avec le thérapeute, la personne va pouvoir travailler sur l'angoisse et sur les crises de panique. Mais il y a un processus aussi super actif où c'est vraiment la personne qui va faire ces exercices, comme tu le dis, tous les jours, et un peu prendre en main justement ce combat qu'on peut un peu lancer, si on peut appeler ça un combat pour certaines personnes, cet entraînement face aux crises de panique, et chacun peut le faire un petit peu à sa manière. Mais effectivement, il y a des exercices qui marchent et comme tu l'as dit, parfois au bout d'un mois, bah, il y a déjà des résultats et ça casse un petit peu ce cliché qu'on peut entendre des fois aussi, bah, quand on va voir un psychologue, parfois c'est long, parfois il n'y a pas des résultats. Effectivement, il y a des personnes qui ont besoin un petit peu de voir que ça marche, pas forcément tout de suite, mais pour aussi donner l'espoir de vouloir continuer avec des choses qui sont très concrètes et avec un psychologue justement en thérapie cognitive et comportementale au bout de quelques mois, on peut venir à bout des crises de panique grâce aux exercices et grâce justement à sa propre discipline. Et ça apporte une satisfaction justement de se dire que on n'a pas juste été voir un thérapeute, Mm. on a été voir un thérapeute avec lequel on a travaillé de consort, mais c'est aussi nous qui avons fait ce propre effort-là et qui avons travaillé, fait les entraînements. Et finalement, ça, c'est une satisfaction qui peut être assez importante et qu'il est intéressant de savoir lorsqu'on travaille sur ces crises de panique. Ouais. Et puis, enfin, je comprends que ça soit difficile, hein. C'est vrai que c'est pour ça, je pense que l'hypnose a tant de succès, c'est parce qu'on se dit, ah bah, ça y est, je vais pouvoir, un peu de manière magique, pouvoir être soigné. Et en fait, on se rend compte à quel point, bah, en fait, finalement, il n'y a pas tant de magie que ça, hein. Dans toutes les choses qu'on Mm. entreprend. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et c'est pareil pour les difficultés psychologiques. Pour s'en sortir, en fait, il y a quand même des choses à faire
Et voilà, ça c'est la thérapie cognitivo-comportementale, en fait, est quelque chose de très adapté pour ça. Et ça va vous donner en fait les méthodes, les tuyaux, les façons de faire. Et comme tu dis, c'est pas si long que ça. C'est pas 10 ans, 5 ans de thérapie. Et moi, je vois des gens, en 2 mois, c'est fini les attaques de panique. Ils me disent, mais c'est bon, j'en fais plus. J'en fais plus. Et puis c'est, voilà, c'est beaucoup plus tranquille. Et puis petit à petit, on travaille sur les évitements, sur toutes les situations qui peuvent de nouveau provoquer de l'angoisse. Et puis voilà. Il y a une question, est-ce que l'agoraphobie peut aussi... euh, est-ce que c'est de l'agoraphobie, la peur d'être debout en public, dans une file d'attente, ou même parler debout à quelqu'un? Alors, ça dépend quelle est la peur derrière. Est-ce que c'est je vais être coincée, je vais pas pouvoir fuir, je vais être enfermée et tout? Ou c'est plutôt les gens vont me voir et qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi? Voilà, parce que ça peut aussi être de l'anxiété sociale. Et parfois, il y a aussi des mélanges, hein. On peut avoir de l'anxiété sociale avec de l'agoraphobie. Je vous invite à aller voir le super compte Planète Psy Anxiété sociale. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a différents comptes sur différentes problématiques. Donc là, on est sur crise de panique, mais il y a aussi des choses sur les enfants, il y a aussi sur l'hyperactivité, sur l'anxiété sociale, sur l'anxiété, la dépression aussi, les troubles bipolaires. Enfin, il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. À chaque fois, ça commence par Planète Psy. Point quelque chose. Voilà, voilà. Donc, j'ai répondu à cette question. Il y avait eu une Euh, première question, si tu veux, Vélina, qui oui, avait été posée. Alors, il faut que je la retrouve. C'était par donc Kathleen, c'était dans le premier commentaire. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à un proche qui fait une attaque de panique? Parce qu'effectivement, il y a les personnes qui font les attaques de panique, mais parfois on peut voir quelqu'un qui fait une attaque de panique et ça peut être assez stressant de pas savoir comment réagir. oui, très. Parce qu'on ne sait pas quoi faire et puis les choses rationnelles ne marchent pas. Alors, pourquoi les choses rationnelles ne marchent pas? Et ça, c'est du coup, c'est important pour que tout le monde puisse le comprendre. C'est qu'en fait, notre cerveau, il est constitué un peu en 3 étapes. Au départ, il y a eu le côté très instinctif. Puis après, il y a eu le cerveau des émotions. Puis beaucoup plus tard dans notre évolution, il y a eu le raisonnement logique. Le problème, c'est que le raisonnement logique est beaucoup trop lent. Et ce qui va se passer dans une attaque de panique, c'est qu'on a besoin d'être très rapide. Quand on a une alerte, ah bah, le corps se dit, ah bah non, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que du coup, on n'est pas capable de réfléchir et de se dire, mais ne t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a aucun problème et tout. Le corps vous envoie toutes les alertes pour que vous soyez très rapide et pour que vous puissiez faire face à la situation. Et ce qui fait que bah, votre raisonnement logique, dans ces moments-là, il ne marche pas très bien. On va être juste dans une phase de gestion de l'alerte. Et c'est pour ça que c'est bien avec la cohérence cardiaque déjà de réagir en faisant des exercices avant le problème, parce que ça vous apprend aussi, après il y a d'autres exercices à faire en plus, ça va vous apprendre aussi de vous entraîner, de passer d'un moment de stress à un moment de calme. Et donc ça, c'est un peu la deuxième phase du traitement des attaques de panique, c'est comment j'apprends de passer d'un moment de grand stress, mais vraiment en situation un peu forcée, on le fait à la maison, et j'apprends à juste contrôler mon cœur, à calmer mon cœur dans ces moments-là. Donc il y a ça. Alors pour les proches, donc il faut déjà comprendre le côté, ben, en fait, c'est pas avec du raisonnement logique qu'on va pouvoir rassurer les gens, parce que ça ne marche pas. Ils sont trop dans l'émotion, et quand ils sont dans l'émotion, ils sont en train de vouloir juste s'échapper de la situation, éviter, fuir. Ils ont l'impression de mourir. Enfin, il y a tout ça. Donc la première chose à faire, c'est de revenir un peu sur la respiration déjà pour leur dire, alors, faisons ceci, pensons à l'expiration, revenons sur le logiciel. Alors au départ, moi je le fais toujours avec un logiciel qui s'appelle Respirelax, qui est gratuit et qui est super, qui vous permet vraiment de petit à petit de vous exercer là-dessus. Et donc, on peut le lancer quand on veut, on peut le lancer même quand on est hors ligne, quand on est dans l'avion et tout. Donc voilà, c'est un peu travailler sur cette respiration, les faire visualiser et leur dire plutôt d'inspirer par le et quand je vous disais, on respire par le haut de la poitrine, bah, c'est un peu ce qui se passe, c'est que la personne elle va être en train d'hyperventiler ici.
Et le but, c'est de la faire passer plutôt que d'ici à quelque chose de beaucoup plus ventral. Donc, je descends et je respire plutôt vers le ventre. Donc, c'est tout un apprentissage, mais ça marche. Ça. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi des techniques cognitives qui marchent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comment aussi. Alors, au départ, moi, je conseille la respiration. C'est la première étape pour pouvoir dire au cerveau, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ensuite, un peu en deuxième étape, c'est d'abord, je fais de la respiration pour calmer, parce que rien qu'avec 3 expirations, 5 expirations, on est déjà capable de gérer le premier moment de panique et de prendre du recul et de se dire, ah, c'est bon, je suis pas en danger complet, je gère et tout. Parce qu'en fait, quand on est en pleine inspiration, il y a le rythme cardiaque qui monte comme ça. Et du coup, on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien de gérable. Et c'est uniquement l'expiration qui va vous réduire le rythme cardiaque. Donc, ça permet du coup de vous redonner du contrôle. Et c'est ça qui est génial, c'est que par rapport aux médicaments, les anxiolytiques et tout, en fait, c'est plus pareil. Parce que c'est pas, oh là là, quand est-ce que je vais le prendre? Est-ce qu'il va agir au bon moment? Et puis, il faut que je l'ai dans ma poche. La respiration, vous l'avez avec vous tout le temps. C'est juste une question de temps. C'est juste une question d'entraînement. Mais ça se fait et voilà, petit à petit, on est capable de le faire. Donc, pour les proches, c'est d'abord ne pas essayer de rentrer dans des raisonnements trop rationnels parce que ça ne marche pas au début. Il faut plutôt être dans quelque chose de, au contraire, respire, expire surtout. Expire et l'expiration, il faut qu'elle dure plutôt 5-6 secondes. C'est beaucoup et c'est ce que vous ne faites pas quand vous êtes stressé. Imaginez quand vous êtes stressé ce que vous faites. En général, c'est j'inspire, et puis hop, je vais expirer pendant 1 seconde ou 2, même pas des fois. Et en fait, c'est juste super difficile. Et même si on le fait ici, hein, si je vous dis pendant 1 minute, vous respirez comme ça, on est capable de créer les mêmes symptômes en 1 minute 30. J'ai des collègues qui le font. En 1 minute 30, on est en train de déclencher une attaque de panique. Voilà, enfin, c'est pour les gens, pour qu'ils apprennent un peu à voir que, en fait, c'est juste de la respiration, déjà. Et puis, voilà, ça se travaille. Donc, il y a ça. Il y a aussi les techniques cognitives qui vont être plutôt épeler des mots à l'envers. Typiquement, c'est réfléchir à des choses. Il y a l'écriture qui aide énormément. Le fait de se mettre à écrire, mais pas sur ordinateur, mais plutôt avec une écriture manuelle. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, quand on écrit de manière manuelle, il y a d'autres zones dans le cerveau qui se débloquent et c'est plus les mêmes zones que nos ancêtres utilisaient à l'époque. Donc on va passer forcément dans le raisonnement logique cette fois-ci, rien qu'en écrivant. Voilà. Mhm. Au départ, si c'est trop stressant, il faut d'abord faire de la respiration et très rapidement passer sur l'écriture et des choses comme ça. Tu as parlé, Vélina, donc d'un logiciel, ça s'appelle bien Respirelax, c'est Oui, ça? alors c'est Respirelax Ok, avec un petit plus, le signe plus. ok, Respirelax Plus, comme ça je le mets Ouais. dans le chat. Et un truc qui est aussi intéressant et je pense qu'il faut pouvoir évoquer quand on est proche et qu'on voit quelqu'un qui fait ce qu'on pense être éventuellement une crise de panique ou une crise d'angoisse, parce que à voir quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui peut être très impressionnant. Et des fois, on sait qu'un proche fait des crises d'angoisse et on peut identifier la crise d'angoisse parce qu'on sait qu'elle en fait, mais parfois c'est pas le cas. Donc aussi, ce qui peut être intéressant et important à dire, si la personne arrive à parler, ça peut être aussi de demander concrètement à la personne, est-ce que tu as déjà fait des crises d'angoisse? Pour essayer aussi d'identifier la chose, parce que c'est vrai que parfois, il y a aussi cette peur qui peut venir et te dire, est-ce que la personne est en train de faire une crise cardiaque? Mhm. Et du coup, là, on est dans un processus où on se dit, mais est-ce que je devrais appeler les urgences? Est-ce que je devrais faire quelque chose? Et on se met aussi à paniquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui fait une crise d'angoisse, même si elle est en prise avec ses émotions, qu'elle regarde partout, elle est très consciente de ce qui se passe autour d'elle. Et du coup, elle peut ressentir la panique et les émotions des autres. Du coup, même si ça peut être compliqué et stressant, il faut essayer soi-même aussi de rester calme. Parce que si on est calme, on envoie aussi ce message à la personne que ça va bien se passer. Tout va bien. Alors que, au contraire,
Si on est tout stressé, qu'on prend le téléphone et qu'on dit ça va aller, je vais appeler les secours et qu'on montre qu'on n'arrive pas forcément à gérer la situation, ce qui est compréhensible, la personne va pouvoir en fait alimenter avec ces informations-là qu'on lui envoie sa crise d'angoisse. Donc ça, c'est aussi une première étape qu'on peut se mettre dans la tête quand on voit quelqu'un qui panique. Avant d'identifier, ça va vraiment être de se calmer soi-même aussi, de se dire, OK, je vais la voir. Éventuellement, je lui demande pour si elle fait une crise de panique. Il y a aussi ce fait aussi, si on est quelqu'un avec quelqu'un de très proche, c'est le fait de toucher la personne. Parfois, on peut avoir envie Mhm. justement de lui prendre la main, de lui toucher l'épaule, éventuellement. Et ça peut être quelque chose qu'il faut aussi, je pense, demander. Parce qu'il y a des personnes, quand elles font des crises d'angoisse, elles veulent absolument pas être touchées. Et si elles sont touchées, ça va alimenter leur crise d'angoisse. Du coup, c'est aussi important, si on ressent le besoin peut-être de toucher la personne, de lui demander d'abord, est-ce que je peux te toucher? Ouais, est-ce que je peux Parce que, mettre une main, voilà, ouais, c'est ça. Et puis, donc comme tu voilà. dis, être très, très rassurant parce que, en fait, la personne, quand elle est dans un état d'alerte, elle va chercher tous les éléments qui lui prouvent qu'elle a raison aussi d'avoir peur. Et donc, le cerveau Mm. va rentrer dans un cercle vicieux en interprétant à la fois les symptômes qui viennent de chez soi, mais aussi les choses qui sont dans l'environnement. Quelqu'un qui a peur de l'avion, ah bah, typiquement, s'il a quelqu'un à côté de lui qui a peur de l'avion aussi, en général, il peut aussi paniquer. C'est ça. Voilà, donc c'est important voilà, d'être très rassurant sur tout ça. Donc il y a une question, enfin, aussi un commentaire qui dit que effectivement c'est intéressant pour les personnes de voir des personnes qui sont passées par là et c'est super important aussi parce que ça envoie un message positif, c'est de dire aussi que on peut s'en sortir, qu'il y a des choses à faire, que même si on a eu des difficultés pendant plusieurs années des fois, ben, en fait, il y a des manières d'aller mieux aussi. Donc voilà, ce retour des patients est hyper important avec aussi bah, toutes les techniques qu'ils ont utilisées, quelles sont les choses qui marchent aussi. Euh, voilà, donc il faut garder le côté professionnel tout en ayant des retours un peu d'expérience en fait. Pour les carences nutritionnelles, oui, ça vaut le coup de faire un petit bilan. Des fois, ça peut être un peu un manque en magnésium, des choses comme ça. Mais surtout travailler sur quand même les pensées et toutes les pensées qui font qu'en fait, on va aggraver les attaques de panique. Parce qu'en fonction de ce qu'on se dit par rapport à tout ça, et souvent, on est dans une sorte de non-acceptation et c'est normal hein, parce que c'est quelque chose de hyper désagréable. Donc, on n'a pas envie que ça nous arrive. Et plus on focalise dessus, plus on va se centrer sur le rythme cardiaque et plus on va comme ça être très alerte sur comment il va mon rythme cardiaque, est-ce que je vais pas faire une attaque de panique, comment je me sens. Et en fait, on va se mettre à éviter des situations de cette façon-là. Typiquement pour les personnes qui ont peur de l'enfermement. Dans le métro, ils vont vous dire ouvrez une fenêtre ou il faut qu'on ouvre une porte pour que je puisse sortir. Et en fait, ce qui se passe, c'est pas forcément l'acte, c'est pas le fait d'avoir ouvert la porte qui va vous calmer, c'est la pensée que vous allez avoir qui vient avec, qui est ça y est, je suis en sécurité. Je sors, je suis en sécurité. Et hop, ça va tout de suite vous permettre d'expirer. Et c'est cette expiration qui va vous donner l'impression qu'en fait, il n'y a plus de danger. Donc, c'est très, très, très lié aux pensées. Tout simplement, quelqu'un qui vous dit j'étouffe dans le métro et tout ça, et on ouvre la porte, bah, il va tout simplement se permettre à expirer et vider l'air. Parce que quand on se sent un peu en étouffement, et ça c'est important de connaître aussi, c'est que quand on a l'impression d'étouffer pendant une crise de panique, c'est pas parce qu'on manque d'air, c'est parce qu'on a pris trop d'air et qu'il n'y a plus de place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on est tellement rempli, mais en fait, on va pas s'en rendre compte qu'il n'y a que le côté ah, ça y est, je suis plus en danger. Ça va vous permettre d'expirer et c'est là où vous allez libérer de la place. Donc voilà, pensez à ça. C'est pas forcément le fait de fuir la situation, mais c'est aussi qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je me permets de faire quand je me dis qu'il n'y a plus de danger. Oui,
quelqu'un qui me dit, j'ai l'impression que certains psys, bien que compétents, ne peuvent pas comprendre exactement ce que l'on traverse. Je suis assez d'accord. Et puis, tous les Mm. psys ne savent pas prendre en charge les crises de panique. On est plus ou moins spécialisé là-dedans. Moi, c'est parce que j'ai travaillé sur la peur de l'avion et que du coup, je me suis formée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai quand même des collègues qui ne savent pas forcément traiter comme ça ou de la même manière. Après, évidemment, plus on est dans les thérapies cognitivo-comportementales, plus on est sensibilisé à la question. Mais si on va voir juste un psy comme ça, on ne sait pas exactement. C'est pour ça que le conseil que je vous donne, c'est d'aller voir vraiment les spécialistes. Regardez qui a écrit des livres dans le domaine, regardez des choses comme ça. Et ça permet en fait de se fier un peu aux choses et de se dire, ah bah oui, en fait, ouais, elle doit connaître parce que tel et tel truc. Et puis après, il y a des psys, je vous rejoins aussi sur cette question-là, il y a des psys qui sont plus ou moins empathiques. Et j'ai une amie psychologue qui me disait, mais en fait, l'empathie, soit on l'a, soit on l'a pas. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas nous enseigner à la fac. Bon, la plupart des psys, heureusement, sont quand même enfin, c'est des gens empathiques, hein. C'est pour ça qu'ils font ce métier aussi et tout. Puis après, on est plus ou moins spécialisé là-dedans. Et je t'ai coupé, Lucas, pardon. Non, non, t'en fais pas. Sur ce que tu disais sur les psychologues qui peuvent pas tous et toutes travailler avec les patients sur les crises de panique. Ce qu'il faut pas aussi hésiter à demander à un psychologue ou à un thérapeute lorsqu'on le contacte, lorsqu'on fait les crises de panique, ça va être peut-être tout simplement deux questions. Est-ce que vous savez traiter les crises de panique? Et aussi, éventuellement, si on peut faire des recherches, c'est de quelle approche vous êtes. En général, bon, les approches en psychologie, et c'est quelque chose d'assez, qui est pas forcément abordable pour tout le monde, mais de manière générale, comme on l'a dit plusieurs fois, si le psychologue vous dit qu'il est d'orientation cognitive et comportementale, en général, ce sont des psychologues qui se distinguent très bien pour travailler efficacement sur les crises de panique. Donc, si jamais vous contactez un psychologue et qui vous dit qu'il est de cette approche, normalement, c'est bon, vous pouvez y aller sans trop de crainte. Exactement. Et puis je pense que bientôt, on va aussi vous proposer des thérapies en ligne, parce qu'il y a énormément de personnes qui me l'ont demandé en message privé sur les comptes. Donc voilà, ça, c'est en train d'arriver, je suis en train d'y réfléchir et on va voir comment on va faire avec Lucas et c'est tout à fait possible. Voilà, donc il y a quand même des solutions. Donc, ce qui déclenche à chaque fois des attaques de panique, c'est je ressens une douleur au cœur, au cerveau et au ventre. Oui, en fait, il y a. Après, ça dépend des gens. Euh, Douleur, d'autres, ça va être le cœur bat vite ou un autre symptôme. En fait, on va se focaliser sur ce symptôme-là et on va être très attentif à qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça augmente pas? Alors, je vais vous expliquer pourquoi aussi on fait des attaques de panique la nuit. Tout simplement, on a notre système de focalisation qui est déjà actif. Donc, on est plus ou moins capable de savoir alors est-ce que mon cœur bat vite ou pas. On a déjà créé une sorte de focalisation sur les attaques de panique. Et ce qui va se passer quand on dort, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des changements de rythme, et dans le rythme cardiaque notamment. Et ce qui va se passer la nuit, c'est que dans les phases de sommeil, il va y avoir ces changements. Et on sait aussi que c'est en général, c'est en fin de phase 2, début 3 de sommeil. Alors, vous verrez un petit peu si vous voulez, je vous donnerai aussi des documents là-dessus, sur ce que ça signifie et tout. Et en fait, il va y avoir ce changement entre le semi-réveil et le sommeil profond qui va faire que la personne elle va tout de suite sentir qu'il y a un relâchement et qu'il y a un truc qui change. Et donc, elle va se réveiller et va avoir l'impression qu'il y a un problème. Et hop, tout de suite, il va y avoir toutes les pensées qui s'ajoutent et qui vont faire que, en fait, on va paniquer même la nuit. Donc, voilà ce qui se passe.
tout simplement pour les attaques de panique la nuit. Il y a même une thèse qui a été faite sur la question qui est super intéressante. Donc, tout à l'heure, je vais essayer de reprendre les adresses mail de tout le monde. Comme ça, je vais pouvoir vous envoyer les documents utiles. C'est très intéressant. Donc, il y a ce qu'ils appellent les attaques de panique un peu à composante nocturne. Voilà, donc c'est tout simplement toute cette focalisation un peu qu'on a déjà créée et qu'on va être capable de débloquer même en dormant. Et c'est là où c'est assez fou hein, à quel point on peut être fort quand même dans le mécanisme de protection. Hein. C'est que même en dormant, vous êtes capable de vous protéger quelque part. Euh, Il y avait une alors, question de Aude à moi-même qui a réécrit sa question. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à faire des exercices de respiration toute sa vie quand on est sujet aux crises de panique? pas forcément, mais je dirais au moins les 4, 5, 6 premiers mois. C'est pas mal de les faire au moins une fois par jour. Puis après, j'ai quand même des personnes aussi qui me disent que bah, petit à petit, ça devient comme se brosser les dents, comme toutes les petites habitudes d'hygiène de vie qu'on a. Il faut se dire tout simplement on sait que les attaques de panique, c'est le système d'alerte qui est un peu hyperactif en fait, ou très réactif. Et donc, c'est face à ce système d'alerte un petit peu qu'il faut arriver à faire des choses et puis à lui apprendre petit à petit à ne pas être autant en hyperstimulation. Donc, c'est bien de le faire dans les premiers mois parce que ça va permettre en fait de s'en sortir de manière claire et quasiment définitive des attaques de panique. Après, je dirais que non, on n'est pas obligé de les faire toute sa vie. J'ai plein de patients qui arrêtent de le faire. Et puis après, on apprend aussi à mieux se surveiller, à mieux voir quels sont les moments où on est un peu plus fragile, les moments où on est un peu plus stressé aussi, parce qu'il y a des choses aussi de la vie, au travail, qui vont faire que on va avoir des périodes qui sont plus ou moins faciles. Et donc, c'est là où il faut faire attention, tout simplement, et se dire, mais tiens, là, je suis dans une période plus difficile. Est-ce qu'il faut que je fasse attention à mon sommeil? Est-ce que il faut que je fasse un peu plus de sport aussi? Donc, on apprend aussi comme ça des techniques, finalement, d'hygiène de vie, hein, qui vont être beaucoup plus efficaces. Les gens, ils se mettent un peu voilà, ils diminuent, ils vont pas prendre 5 cafés par jour. Euh, un paquet de cigarettes et autres. Donc, ils vont faire plus attention à l'alimentation aussi. Voilà, c'est plus faire attention à soi, apprendre à s'écouter aussi. Et ça revient un peu sur la question de tout à l'heure, c'est aussi est-ce qu'on s'écoute suffisamment ou pas? Parce que quand on arrive à des attaques de panique, c'est aussi parce qu'on a été dans un moment de la vie aussi peut-être un peu trop stressé, qu'il y a eu beaucoup de problèmes, qu'on a peut-être géré aussi beaucoup de choses tout seul et qu'on a été confronté à des choses compliquées. Et donc, c'est là où, du coup, on va réapprendre un peu à faire différemment ou tout simplement apprendre à faire différemment parce que on a tendance à être très à l'écoute des autres parfois et très peu à l'écoute de soi-même, de ses propres besoins aussi. Et petit à petit, on apprend à le faire. Et d'autant plus que une personne qui pourrait aller en thérapie pour travailler sur les crises de panique, quand elle apprend les exercices et qu'elle apprend à s'entraîner quotidiennement, comme tu l'as dit, au bout de quelques mois, les crises de panique peuvent partir et la thérapie peut s'arrêter. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'à un moment dans la vie de la personne, les crises de panique peut-être ne reviendront pas, parce qu'effectivement, c'est très lié à la vie de la personne. Mais ce qui peut changer, par contre, si jamais la personne retombe dans une situation de vie ou un événement de vie qui va lui faire ressentir une nouvelle fois de l'angoisse et des crises de panique, ce qui change cette fois, c'est que la personne, elle est mieux armée pour travailler sur ces choses-là. Je refais un peu un parallèle avec une situation avec un sportif ou une sportive qui devrait courir et qui éventuellement se foule la cheville. La première fois qu'on se foule la cheville, on apprend à faire de la rééducation dessus et on l'apprend pour la première fois. Mais éventuellement, peut-être que la cheville peut se refouler une deuxième fois dans la vie, ça arrive.
mais on est mieux armé pour le faire. Pour les crises de panique, c'est pareil. On apprend avec les exercices, les entraînements, à mieux travailler sur soi, sur sa respiration, à mieux s'écouter. Et plus on le fait, plus justement, bah, peut-être que effectivement les crises de panique ne reviendront pas. Et si elles reviennent, au moins on saura comment faire. Et ça, c'est important aussi. Exactement. Et puis c'est tout un apprentissage. Et c'est vrai que quand même, moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, en général, bah, quand les attaques de panique sont réglées, on sait gérer les choses, hein. Et j'ai des nouvelles, enfin même là, par rapport aux gens que j'ai traités en 2010-2011. Voilà, enfin, j'ai pas l'impression que les choses reviennent comme ça. Et typiquement, les gens vont plus avoir la même interprétation, même s'ils font une attaque de panique. En fait, c'est plus le même truc de oh là là, j'ai fait une attaque de panique, c'est horrible et tout. Et puis, c'est plus les mêmes réactions, c'est plus la même alerte, c'est plus la même interprétation de la situation. Et ça change tout, en fait, parce que du coup, ça amène à une nouvelle acceptation des choses. On voit les choses différemment. La personne va dire, ah bah oui, j'étais pas bien, j'étais très stressée au travail, il s'est passé telle et telle chose, j'ai fait une mini attaque de panique. Mais en fait, je l'ai géré différemment. Et juste, j'ai pas fait attention et j'ai laissé passer. J'ai géré comme ci, comme ça, j'ai utilisé telle technique, c'est passé beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, c'est un peu le processus classique. Puis on vous apprend en thérapie cognitivo-comportementale aussi à prévenir les rechutes quelque part en fin de thérapie. Donc bah, qu'est-ce que je fais? Quels sont les signes d'alerte? Et ça, j'ai des documents, mais c'est juste énorme. Enfin, les choses qu'on pourrait transmettre. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce projet Planète Psy, c'est parce que bah, il y a énormément de choses à transmettre aux gens. Et, euh, et voilà, c'est dommage, je me disais que c'est dommage de le faire qu'avec les gens qui peuvent venir forcément en consultation à Paris et par ailleurs. Et maintenant, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses en ligne, finalement, pour vous Oui, tout à expliquer fait. tout ça. On avait une question de Oui, pour un Laure qui nous asthmatique, demande ouais. si peut-on s'évanouir d'une crise d'angoisse. Alors, non, on a l'impression qu'on peut s'évanouir d'une crise d'angoisse, mais c'est assez compliqué, c'est très très rare et en général, c'est un peu différent. Les seules phobies qui provoquent plutôt un malaise vagal, ça va être les phobies du sang. Hmm. Alors c'est pareil, il y a beaucoup d'études là-dessus. On ne sait pas encore pourquoi. Donc il y a des phobies, typiquement l'agoraphobie, claustrophobie, phobie des araignées, phobie de l'avion et tout ça, ça va provoquer de l'hyperventilation. Et la seule peur qui provoque un malaise vagal, ça va être la peur du sang. Tout ce qui est injection et sang, en fait, ça, au contraire, plutôt que d'avoir une augmentation du rythme cardiaque, en fait, on va avoir une grosse baisse du rythme cardiaque. Et donc, c'est pour ça qu'on peut. Donc, en général, les gens qui font des attaques de panique, ils vont pas forcément jusqu'à l'évanouissement, en fait. Et donc, s'il y a de l'évanouissement, voilà, faut regarder un petit peu s'il y a aussi des manques un peu nutritionnels ou autre chose, qu'est-ce qui se passe. Pour un asthmatique, il y a une question. Oui, la respiration est compliquée pour les asthmatiques. Hmm. La cohérence cardiaque est très conseillée là-dessus. Il y a des études géniales sur ça, à quel point en fait ça peut améliorer les choses. Donc il faut commencer sur des rythmes beaucoup plus faciles parce que vous n'êtes pas sur 3,5 d'inspiration et 5,5 d'expiration. Alors en général, ce qu'on fait aussi, et ça on ne le sait pas aussi, c'est que donc, il y a des psys qui vont vous dire, bah, il faut inspirer et expirer. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Il faut inspirer et avoir un peu plus d'expiration. Hmm. Parce que ça permet de plutôt d'emballer le système de détente. Et donc, le logiciel, typiquement le Respirelax, on va le régler sur 3 secondes et demie d'inspiration et 5 secondes ou 5 secondes et demie d'expiration. En fait, ça permet de favoriser de la détente à chaque fois. Donc, même quand vous êtes dans un moment de stress, en fait, vous allez vous obliger à expirer plus et inspirer moins. Et en fait, c'est impossible quand on s'entraîne
Après, c'est impossible de faire une attaque de panique quand on expire, tout simplement. Quand on expire, on ne peut pas faire une attaque de panique. L'attaque de panique vient tout simplement de l'inspiration. Et Pour ça, les c'est super asthmatiques, intéressant. Oui, pardon, Elina, oui, je donc te pour laisse. les asthmatiques, il faut juste rééquilibrer un peu le système et faire plutôt, par exemple, 2 secondes et demie d'inspiration et 3 et demie d'expiration. Et en fait, y aller par des petits seuils et des petites étapes. Donc, vous pouvez voir ça dans ma vidéo en tapant Velina Negoranska sur YouTube. On essaiera aussi de vous la mettre sur le compte, mais là, c'est un peu difficile de faire le lien entre Instagram et YouTube, mais on va y arriver. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et de vous entraîner pour déjà faire une première étape. Et après, il y a d'autres choses qui vont venir comme des exercices pour la suite. Oui, Et non, ce que j'allais dire, effectivement, c'est vu qu'on reparlait de Respirelax, qui est l'un des logiciels qu'on peut utiliser pour s'auto-aider un petit peu justement avec la respiration. C'est ce que tu disais, c'est il y a un certain nombre de secondes sur lesquelles on va pouvoir inspirer et un certain nombre de secondes sur lesquelles on va pouvoir expirer. Et des fois, ça peut être très précis. Et le corps a besoin justement de cette précision dans la respiration, dans l'air qu'on fait rentrer et dans l'air qu'on expire et sur le temps qu'on met sur les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. C'est qu'effectivement, le corps, il est pas, il est minuté un petit peu par rapport à ça et ça peut être très très précis. Et ces applications-là, justement, peuvent nous aider parce que ça peut être compliqué, justement, de compter pendant, avec sa tête, oui, pendant qu'on respire, c'est pas viable. Et puis, donc c'est là oui. où ce genre de logiciel, donc on le recite, Respirelax, ça marche vraiment très très bien pour la respiration. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette application et ce logiciel parce que c'est Allez, vraiment une totalement. très bonne manière de s'auto-aider au quotidien avec la respiration. Oui, donc au départ, on le fait au calme. Ensuite, on commence dans les situations compliquées. Et comme tu dis, en fait, c'est impossible quand on est stressé au départ, quand on n'a pas d'entraînement là-dessus. On n'est pas capable de se dire, ah bah tiens, respire et tout. Enfin, il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Il y a l'alerte, il y a les pensées négatives. Et donc, on va très vite partir plutôt dans une réaction d'évitement et de fuite. Et donc, ce type de choses, au départ, va permettre de pouvoir rester dans la situation, de recalmer les choses et de revenir sur un rythme qui est beaucoup plus cohérent. C'est un peu ce qu'on fait dans la phobie de l'avion. Typiquement, les gens au départ, au décollage, c'est terrible parce que ça les stresse énormément. Et donc, au départ, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être sur l'application. Moi, quand je fais des accompagnements en vol, parce que ça arrive aussi hein, que les psys se déplacent en vol, et c'est mon moment préféré de ma carrière, je dirais, parce qu'en fait, on voit les gens passer de j'ai pas pris l'avion depuis 20 ans à waouh, il y a tout le monde qui s'ouvre en moi. C'est juste un moment génial. Et donc, au départ, on va commencer par faire. Déjà, ils ne se rendent pas compte qu'ils respirent trop vite. Donc, Mm. évidemment, le logiciel va venir aider pour ça. Il va venir vous donner la bonne respiration parce que c'est lui qui va vous le dire, le rythme qu'il faut avoir pour se calmer. Et c'est pas je fais de la sophrologie, j'essaie de me calmer et d'imaginer que je suis sur une plage parce que ça ne marche pas quand on est dans un moment de stress. C'est complètement, je suis un autre rythme et c'est le bon rythme à avoir pour ne pas faire une crise de panique. Voilà, voilà. Il y avait une question donc toujours de Sadek. Est-ce qu'à force de faire des crises de panique, cela peut nous rendre hypocondriaques? Oui, si on croit que qu'on va mourir, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir plusieurs professionnels. Euh, les cardiologues, ils ont l'habitude, hein. Et Mm. du coup, souvent, ils vont passer d'un cardiologue à un autre parce qu'ils ne vont pas faire confiance. Ils vont se dire, mais finalement, celui-là, il s'est trompé, j'ai un vrai problème, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, on va chercher des éléments physiologiques. Et c'est vrai que l'orientation dans ces cas-là est hyper importante parce que les gens vont comme ça entretenir le problème, vont avoir l'impression qu'ils ont un gros souci et partir comme ça dans des interprétations très négatives et très catastrophes. Et donc ça renforce la peur, ça renforce les évitements, évidemment, et c'est pour ça que c'est hyper important et même par rapport aux médecins, hein, les généralistes.
les cardiologues et autres médecins qu'on va aller voir, c'est dommage qu'ils ne sont pas tous au courant, c'est dommage qu'ils ne sachent pas. Typiquement, j'ai un patient qui a été voir son généraliste. Il lui a dit, j'ai un problème, j'aimerais voir un psy. Le généraliste lui a dit, ah bah non, non, vous n'avez pas besoin d'un psy, hein. Donc, voilà, si même votre généraliste vous dit que vous n'avez pas besoin d'un psy, alors là, enfin, c'est compliqué. Donc, ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Voilà, donc c'est pour ça que écoutez-vous. Les émotions sont là et sont utiles, en fait. Et il faut voir leur utilité, ça vous prévient de choses. Et même quand on est quand on a des douleurs, hein, des fois on a des douleurs au ventre, on a des douleurs au dos, quand on est stressé au travail et tout, ça vient dire quelque chose. Ça vient vous dire, bah, en fait, t'en fais trop. Voilà, donc il y a quelque part une utilité, même si on ne la voit pas tout de suite parce qu'on voit que le côté négatif et on se dit, voilà, je veux juste me débarrasser de ça et c'est horrible. En même temps, je pense que voilà, ça aussi, ça arrive chez des personnes qui sont plutôt sensibles, qui sont empathiques. J'aime beaucoup travailler avec les gens qui font des attaques de panique. euh, Parce qu'ils ont une sensibilité et aussi par rapport à d'autres choses. Et c'est aussi vos qualités, en fait. Donc, il ne faut pas se dévaloriser et vous dire que vous êtes nul. Parce que ça fait partie un peu de vous, ça fait partie aussi de tous les côtés positifs qu'on a, d'être plus sensible, de pouvoir réagir à des choses, d'être empathique. Voilà. Donc, ne le voyez pas forcément comme quelque chose de que négatif, en tout cas. Et surtout, c'est pas quelque chose de rare, comme on l'a dit au début, Oui, on peut le citer, une personne sur trois dans sa vie va pouvoir faire une crise de panique à un moment. Et on ressent tous, à un certain degré, tous et toutes, de l'anxiété dans notre vie, parce que c'est naturel. Donc effectivement, il y a quelque chose un peu de déstigmatisant et il faut pouvoir casser la honte qu'il y a derrière ça, le fait de faire des crises de panique, la faiblesse qu'on peut ressentir, qui devrait pas être de la faiblesse parce que ça n'en est pas. Donc c'est vraiment important de pouvoir le dire. oui. Puis le sport, hein, il y a une question sur le sport, c'est un super remède aussi. C'est un peu, ça fait partie de la qualité de vie, hein. C'est comme diminuer le tabac, les cigarettes. Le sport, si on peut l'augmenter, c'est super. Il faut le prendre comme une ordonnance. Faire du sport, ça réduit énormément l'anxiété. C'est bien de le faire 2 fois par jour, enfin 2 fois par semaine, pardon, en général, et ça aide en fait. En tout cas, pour la prévention des rechutes, c'est un élément très important. Donc faire du sport, bien dormir, avoir voilà, une qualité de vie plutôt bonne. Voilà, c'est des éléments essentiels. On me demande si j'ai déjà subi des attaques de panique. Alors, peut-être pas une grosse, mais j'en étais presque à la limite une fois. En fait, j'ai une allergie au pollen qui s'était un peu mélangée avec un rhume une fois. Et en fait, je ne pouvais plus respirer. Enfin, c'était vraiment, mon nez était complètement bouché, impossible de respirer. C'était hyper difficile. Et donc, bah, au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce qu'en fait, on était obligé, enfin, j'étais obligée de respirer un peu par la bouche et tout. Et je pense que du coup, j'ai tout simplement déséquilibré le système respiratoire. J'ai dû plus inspirer, moins expirer comme on était bouché et tout. Et en fait, ouais, assez facilement, je pense que j'étais à la limite de ça. Ouais, je peux comprendre à quel point ça peut paniquer en fait. Effectivement, ça donne envie d'appeler les secours et tout. Et heureusement aussi que je connaissais les attaques de panique, parce que peut-être que si c'était arrivé chez quelqu'un qui ne connaissait pas, qui est pas psy et qui n'avait pas entendu parler de ça, ben, il se serait dit qu'est-ce qui m'arrive, je vais mourir, j'arrive plus à respirer et tout, et qui aurait paniqué. Et ça aurait été un peu la première attaque de panique de sa vie. Puis après, ben, quand on comprend pas, bah, typiquement, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, le dernier garçon que j'ai vu pour les attaques de panique il avait porté un masque avec des lunettes et qui s'empêchait un peu d'expirer pour pas avoir de la buée sur les lunettes. C'est un peu ce qui s'est passé. Il comprenait pas ce qui lui arrive et donc il avait commencé à appeler aux urgences tout le temps.
pour se rassurer, pour dire mais je vais mourir. Et donc à chaque fois, il appelait aux urgences et en fait, il y a son père qui a trouvé, je sais pas comment il a fait, super fort. Enfin, il m'a trouvé sur Internet et donc il me dit mais mon fils, il fait des attaques de panique. Et donc ça a été pris en charge très très vite en fait. Il y a eu peut-être, je sais pas, 2 semaines hein, d'installation comme ça où vraiment c'était, mais on sentait que s'il n'était pas bien pris en charge, bah, effectivement ça pouvait créer énormément d'évitements. Et comme ça, enfin, le faire éviter, bah, typiquement aller en cours, prendre les transports en public, toutes les situations qui peuvent les déclencher. Et un truc qui est intéressant, quand tu parlais justement du fait que toi, tu étais capable de reconnaître une attaque de panique. Pour ma part, ça m'est arrivé de pas de faire vraiment ce que je pense à des attaques de panique, mais des crises d'angoisse, avec donc beaucoup de tachycardie, le cœur qui Mm. s'emballe, les émotions qui s'emballent, les pensées récurrentes. Et moi, pour le coup, le réflexe que j'ai pu avoir dans les moments où c'est arrivé et qui va sûrement parler à pas mal de personnes, ça a été de me cacher. Parce que il y a aussi ce moment-là où on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que si ça arrive en public, ça peut être très compliqué. On veut pas se montrer, on veut pas gêner, et puis parfois on comprend pas. Et il y a des lieux comme ça où beaucoup de personnes pourront se reconnaître. C'est-à-dire que quand on fait une crise d'angoisse ou une crise de panique dans un contexte de soirée, ça va être se cacher dans la salle de bain, par exemple, ou sortir dehors et finalement gérer ça tout seul. Parce que on se dit mais je peux pas montrer ça aux autres. Soit ça peut être plein de choses. Oh, c'est trop la honte, ou alors je me montre comme étant faible, ou ça va inquiéter les autres. On est dans un contexte où je peux pas montrer que je fais une crise d'angoisse. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on essaye de travailler tous ensemble, parce que les personnes qui font des crises d'angoisse, finalement, ne devraient pas avoir à se cacher dans les toilettes, dans la salle de bain. Récemment, je lisais une BD dans laquelle on voit vraiment cette image graphique qui peut parler. Vraiment, c'est quelqu'un qui fait une crise d'angoisse dans un photomaton tout seul dans une gare face à plein de monde autour, et il y a plein de monde et en même temps il y a personne, comme si personne pouvait accepter que les crises d'angoisse existent, alors que on peut demander de l'aide et on peut facilement tomber sur quelqu'un qui peut aussi avoir fait des crises d'angoisse et qui parfois peut vraiment nous comprendre ou nous diriger. Donc voilà, la première chose à faire, c'est vraiment d'essayer de déstigmatiser ça et de se dire bah ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de honte et il n'y a pas besoin de se cacher. Et on ne devrait pas avoir à se cacher et de faire des crises d'angoisse. Ouais, je rejoins complètement ce que tu dis et tu as tout à fait raison. C'est tout un travail de déstigmatiser toute la santé mentale, hein. C'est de se dire, mais en fait, enfin oui, quand on a des difficultés, on a tous une phobie quelque part. Même les gens qui n'ont pas de crise de panique et qui ne comprennent pas votre problème, en fait, ils ont soit une peur des araignées, soit une peur des serpents, soit peur de l'enfermement, soit peur du vide. En général, on est sur quelques dimensions comme ça et chacun va avoir la sienne. Tout simplement, c'est lié un peu aux ancêtres encore et à notre capacité de faire face, de nous protéger. Et c'est ça qui a assuré notre survie. Et donc, toutes les personnes ont quand même des difficultés quelque part. C'est juste que malheureusement, on ne parle pas assez de ça. Et c'est vrai qu'encore, la santé mentale, les maladies, c'est des sujets un peu tabous, même en France, hein, et encore dans les autres pays, c'est encore pire. Il y a des pays où il ne faut pas montrer de faiblesse. Et c'est très très fort, hein. C'est dès qu'il y a un problème, ou encore plus quand c'est des garçons ou des hommes, enfin, c'est tout de suite, là, il faut qu'il soit fort, il ne faut pas qu'il pleure. Il y a encore des histoires de il faut que je sois fort, c'est moi l'homme, je ne dois pas pleurer. Enfin, alors que finalement, on se rend compte que c'est absolument pas vrai. euh, en fait. Et donc, typiquement pour les attaques de panique, quand même, moi, je vois énormément d'hommes. J'ai peut-être même plus d'hommes. J'ai peut-être 70% d'hommes, voire même 80 hein, en ce moment, qui font des attaques de panique. Donc, il n'y a pas honte à avoir, on a tous des choses. Et puis voilà. Bon, après, c'est à quel point on écoute ces choses-là, à quel point on a envie de les camoufler, à quel point on se dit, bah tiens, il y a
peut-être un truc à faire quand même. Et plus on le regarde dans les yeux et plus c'est pris en charge rapidement, mieux c'est. Donc, Mm. si les attaques de Ouais. panique perdurent pendant des années, malgré le suivi psy, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, peut-être changer de technique, essayer de changer de technique. Vous pouvez tester aussi. Ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter avec la psy qui vous connaît, mais peut-être quand même voir une autre technique et voir ce que ça peut vous apporter. Moi, souvent, je conseille de faire à peu près 3 4 séances pour se rendre compte si les choses avancent ou pas. Si au bout de 4 séances, 5 séances, vous ne voyez pas que les choses ont changé, que ça vous apporte des choses, en fait, il faut voir. Il faut revoir un peu la stratégie, il faut voir qu'est-ce qui serait utile. Parfois, c'est une question de personne aussi, hein. Il y a des psys qui sont super, qui connaissent beaucoup de choses, mais avec lesquels, enfin, ça colle pas. Il y a aussi ça, hein. Et puis, voilà, encore une fois, il faut s'écouter, il faut voir un peu. Mais vraiment, les attaques de panique, c'est quelque chose qui se soigne et ça se soigne quand même assez facilement, je dirais. Il y avait une autre question sinon de donc Quentin qui nous demande est-ce qu'un trouble panique peut favoriser une dépression et inversement, une dépression Oui, peut-elle favoriser des crises de panique? Ça, c'est vrai. oui, parce que le trouble panique va créer énormément d'évitements et les évitements vont faire, finalement, tous ces évitements vont énormément isoler la personne, l'isoler de ses amis, l'isoler de ses activités, de ses loisirs aussi. Et oui, ça peut faire rentrer dans une dépression. Et à l'inverse aussi, hein, une rentrée dans une dépression peut aussi être accompagnée par des attaques de panique. Et en général, c'est à partir de 40 ans, quand on a quelqu'un qui fait des crises de panique, là je lisais encore des choses là-dessus. Quand le trouble panique apparaît après 40 ans, il faut effectivement se poser la question de qu'est-ce qui se passe sur le plan du moral. Est-ce qu'il y a un trouble anxieux ou est-ce qu'il y a un trouble dépressif qui s'installe? Et donc le prendre en charge. Mm. Et ça revient à cette idée que les crises de panique, c'est pas le problème qui est autour de ça, c'est pas juste le fait d'en faire et que c'est pas agréable, voire c'est très embêtant. Tout ce qu'il y a autour, tous les évitements, comme tu as dit, tous les endroits où on veut plus, où on ne peut plus aller, toutes les situations auxquelles on peut plus aller. Ça peut impliquer aussi le fait d'aller au travail, au bureau, de prendre les transports pour aller travailler ou pour aller à une fête, ou simplement aller faire les courses. Et c'est toute notre vie finalement qui, comme on le disait tout à l'heure, tourne autour de même pas des crises de panique, mais de la possibilité d'en faire et d'en faire devant des gens. Et effectivement, ça favorise énormément la dépression. Donc, tout ça est très, très lié. Et c'est pour ça que c'est une très bonne question parce que, il n'y a pas que les crises de panique qui peuvent être le problème, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Donc, ça peut être Bien sûr. l'apparition d'une dépression, d'un autre trouble anxieux ou de plein d'autres problèmes. Le fait d'essayer de régler ça, comme tu disais tout à l'heure, donc, des fois, ça peut être régler ça par des substances. Et donc, ça crée des addictions. Donc, des fois, finalement, le fait de faire des crises de panique, c'est l'entrée, des fois, vers la suite de plusieurs problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte qu'on en fait et de les traiter rapidement, parce que ça peut avoir des grosses conséquences. Ouais, je pense que c'est un message qui est super important. Et puis, quand les attaques de panique arrivent dans des situations sociales, il faut évidemment se poser la question de la peur du jugement des autres, qu'on appelle l'anxiété sociale. Et donc, c'est très fréquent, hein, ce que tu disais dans les soirées, je vais me cacher, je vais partir de la soirée parce que les gens vont me voir paniquer ou puis peut-être prendre la parole en public au travail ou en réunion. Ça peut cacher aussi une anxiété sociale qui doit être travaillée en même temps que les attaques de panique, en fait. On avait une question aussi qui était, est-ce qu'on peut faire des attaques de panique même si on n'est pas mis dans une situation stressante? Très intéressant Oui, comme question. oui, c'est tout simplement le système d'alerte qui se déclenche de manière trop rapide. Et donc, voilà, c'est pareil, on revient encore sur l'hygiène de vie, sur les techniques un peu de rééducation respiratoire. Et merci pour cette question parce que du coup, ça me fait revenir sur quelque chose que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que même les bébés
en fait, ils naissent avec une respiration qui est différente. Donc, déjà bébé, on va avoir une respiration qui est plus ou moins rapide ou lente, plus ou moins zen quelque part. Et en fonction de cette respiration-là, quand il y a des études qui sont faites, on voit que les bébés qui naissent avec une respiration donnée, ils vont avoir plus la capacité de gérer les situations stressantes et ils vont faire moins d'attaques de panique dans la vie. Et puis, d'autres personnes vont avoir une respiration plutôt très accélérée. Et donc, forcément, on est un peu plus proche des attaques de panique de cette manière-là. Puis, il suffit d'ajouter un peu d'événements de vie, des parents qui vous stressent ou qui vous disent des choses un peu méchantes ou des choses stressantes. Et puis, d'autres choses qui s'ajoutent après ou pendant les études, pendant le travail. Évidemment, c'est plus facile de faire des attaques de panique comme ça. Donc voilà, on a forcément, voilà, on n'est pas on n'est pas tous égaux face au stress, hein. C'est un peu comme les yeux verts, bleus, marrons et tout. Enfin, on est tous différents par rapport à ça et on a une gestion qui est différente. Mais il y a quand même des techniques qu'on peut apprendre et ce qui permet de travailler sur cette zone qui s'appelle l'amygdale. Et c'est cette zone-là qui a un côté génétique. On sait que il y a pratiquement 7 fois plus de chances dans la famille, hein, si quelqu'un fait des attaques de panique, d'en faire. Donc, si vous avez par exemple des parents qui en font. Et donc, les études chez les jumeaux, typiquement, montrent que oui, il y a un lien biologique en tout cas et des facteurs biologiques qui jouent. Mais en fait, on est capable d'agir sur ça. Comment? Tout simplement, on sait que, par exemple, 6 semaines de bonne respiration, ou je crois que c'est même 2 semaines de bonne respiration, avec la méditation cette fois-ci, ça a été testé. En fait, on a déjà des différences au niveau de l'amygdale cérébrale. Et l'amygdale, c'est cette structure qui traite le danger dans notre cerveau. Et cette structure-là va être très active chez vous. Vous inquiétez pas, hein, on est beaucoup à être comme ça, à être anxieux. Donc cette structure-là va être très très active et on sait qu'il y a des techniques qui permettent en fait de changer même la taille de la structure. Donc la respiration, c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste je fais un truc et je sais pas pourquoi ça marche. En fait, il va y avoir une réelle efficacité et un réel effet sur le cerveau. C'est pareil pour le sport. C'est pareil pour le yoga aussi. Quand vous regardez le yoga ou le cerveau des personnes qui méditent, il y en a qui se sont prêtés un petit peu à des explorations en imagerie cérébrale et on voit à quel point le cerveau des émotions, il y a des effets dessus. Donc c'est hyper important. Donc voilà, il y a des techniques qui marchent. À la fois, il y a le sport, il y a la cohérence cardiaque, il y a les thérapies cognitivo-comportementales. Dites-nous si vous êtes intéressé pour des thérapies en ligne. Pourquoi pas? On pourrait peut-être s'organiser comme ça parce qu'il va y avoir beaucoup de questions là-dessus et qu'on connaît ce domaine-là. Voilà. Donc, on va pouvoir parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question qui est-ce que le mal de tête, donc une genre de pression, est un symptôme fréquent après une attaque de panique? Alors, relis-moi la question parce que j'étais sur une autre. Ouais, alors, est-ce que le mal de tête est un symptôme fréquent après une attaque de panique? Oui, c'est en fait, il y a tellement d'énergie qui est dépensée dans une attaque de panique, c'est juste énorme. En gros, c'est comme si vous étiez dans une cage avec un lion et qu'il fallait se battre face à lui. C'est vraiment tout ce système de bataille qui se déclenche. Et après, on peut avoir des douleurs, on peut être excessivement fatigué. Il y a les maux de tête, évidemment. Donc oui, il y a des choses comme ça. Même sur les jours qui suivent, hein, on est assez épuisé. Il peut y avoir des douleurs aussi. Il y avait une autre question alors qui est intéressante parce que ça parle justement des traitements médicamenteux qu'on n'a pas encore trop évoqués. Et la question c'est s'aider de quelques comprimés de Xanax ou de Tranxène. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une solution transitoire, le temps de pouvoir travailler de manière plus poussée sur les choses. Alors,
il faut faire attention toujours à tout ce qui est anxiolytique pour ne pas que ça s'installe sur des années. On peut les prendre pendant quelques mois. Après, si on en a besoin pendant plusieurs mois, c'est important de consulter et de trouver les techniques qui marchent. Parce que ça a quand même des effets secondaires, parce que ça agit à la fois sur la mémoire, sur l'attention, ça crée des dépendances. Voilà, c'est pas forcément la solution. Mm. Donc Sachant c'est que, oui, pardon, vas-y, Lina. oui, oui. Si les crises effectivement sont très très fréquentes et que par exemple la personne peut être diagnostiquée d'un trouble panique et que vraiment l'anxiété et l'angoisse est quotidienne, il y a effectivement cette possibilité de se voir prescrire un traitement médicamenteux. Et il faut effectivement savoir que le traitement médicamenteux, même s'il est efficace à l'instant T, ça va pas être la seule solution. Effectivement, c'est une solution provisoire ou sur le court et moyen terme. Et ce qui va vraiment marcher, ça va être aussi, si on a besoin de ce traitement, parce que ça peut arriver vraiment qu'on en ait besoin, ça va être d'allier ça avec une thérapie et un traitement psychothérapeutique. Et la liaison de ces deux traitements, donc pharmaceutique et psychothérapeutique, c'est la meilleure solution si jamais le trouble panique et les crises de panique sont trop fortes. C'est vraiment la liaison des deux. Donc, effectivement, parfois, on n'a pas besoin des traitements et la psychothérapie se suffit à elle-même. Ça marche pour beaucoup de personnes. Mais par contre, le traitement tout seul, c'est souvent une solution qui, même si pendant un temps ça va marcher, on peut effectivement devenir dépendant de ce traitement alors qu'il y a d'autres manières, comme on l'a évoqué pendant tout le live, pour travailler sur les crises de panique. Donc effectivement, attention, même si les traitements sont des solutions, ils ne sont pas forcément la seule solution à utiliser. Oui, en tout cas, surtout les anxiolytiques. Parce que moi, je vois des patients, par exemple, qui ont des attaques de panique depuis des années, qui sont avec des anxiolytiques, alors qu'en fait, ils auraient pu au moins être traités par ce qu'on appelle les antidépresseurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les anxiolytiques, c'est des traitements qui ont plutôt des effets secondaires, qui sont pas bons à long terme. Et il y a les antidépresseurs qui ont un effet plus sur le fond. Et, même si on les appelle des antidépresseurs, il ne faut pas vous. Voilà, c'est pas parce que vous avez une dépression qu'on vous les donne, c'est parce qu'il y a des antidépresseurs qui sont à visée anxiolytique et qui ont un effet sur l'anxiété et sur les attaques de panique plus précisément. Il y a certains antidépresseurs qui sont censés agir vraiment sur les attaques de panique et c'est ce qui sont hyper efficaces. Et en fait, ça permet aussi de travailler un peu sur la neurotransmission et presque de faire de la prévention pour la suite. Et c'est mieux, en fait, de le prendre que d'installer un trouble panique sur des années et années. Donc, quand c'est nécessaire, évidemment, une association d'un traitement et une thérapie, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Euh, voilà. Et donc, c'est important de se dire que parfois, oui, on peut se faire prescrire des antidépresseurs à cette visée anxiolytique plutôt que d'être traité par des choses qui n'ont pas vraiment une efficacité. Et vraiment, petit à petit, il faut que la thérapie prenne un peu le dessus progressivement et que petit à petit, une fois que ça va mieux, on puisse aussi arrêter les médicaments, puis voir un peu maintenir les choses, prévenir les rechutes. Ça, c'est le travail de votre thérapeute et voir que petit à petit, on peut en fait s'en passer aussi des médicaments, qu'on peut aller mieux aussi. Et c'est comme ça que les choses avancent. On a une question sur l'anxiété sociale. Est-ce que l'anxiété sociale peut être traitée rapidement, en tout cas aussi bien que les crises d'angoisse? Oui, j'ai des collègues qui sont super et qui font depuis des années des prises en charge pour l'anxiété sociale. Et puis, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont formées, hein, il n'y a pas que mes collègues, mais ça peut se traiter, donc n'hésitez pas à aller voir le compte Planète Psy, enfin, anxiété sociale, aussi pour avoir plus d'informations. C'est pareil, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui est la plus efficace. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que vous trouviez les personnes qui sont spécialisées dans la phobie sociale. Et donc n'hésitez pas aussi, on va faire de nouveau des lives sur la question de la phobie sociale. Voilà, ce sera l'occasion aussi de réexpliquer les choses là-dessus. Voilà, voilà, je peux peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Vous avez été super fidèles, hein, parce que je vois encore le nombre de personnes qui nous suivent, c'est super. Bon, dites-nous si vous êtes contents, si ça vous a apporté des réponses.
évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis on vous remercie aussi d'être resté aussi pour la durée du live, notamment vu on l'a arrêté et qu'on l'a repris après. Donc comme j'ai vu, on n'avait pas baissé en termes de nombre de personnes. Donc il y a des personnes qui peut-être nous suivent depuis le début, qui ont posé des questions. Bon, pour certaines personnes qui éventuellement donc voulaient pas poser de questions ou n'osaient pas, ou peut-être s'ils en ont maintenant, n'hésitez pas à nous en poser donc en message privé sur le compte quand vous en avez. On est actif et puis le compte sert aussi à ça. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est vrai que ça peut être aussi un petit peu stressant de poser une question en live comme ça. Donc si jamais vous voulez une réponse écrite, on est là pour vous répondre. Exactement. Et donc, ouais, un grand merci d'avoir suivi tout le live parce que c'était long, évidemment. J'espère vraiment qu'on ait répondu à quelques questions. Et oui, comme dit Lucas, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est là. Là, juste à la fin du live, je vais vous passer un lien dans lequel vous pouvez me donner votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer des informations. Le premier document qui est destiné aux patients pour mieux comprendre un petit peu et lire des explications sur les attaques de panique. Donc, il y a les facteurs biologiques, comment on entretient le problème, toutes les pensées qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à remplir le lien, envoyez-moi un message privé et je vous envoie tout ça. Mais ça serait plus facile de le faire comme ça tout sera automatisé et ça sera plus simple à faire pour moi. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en message privé aussi. Et puis, bah, on va refaire tout ça bientôt pour d'autres questions sur ça. On pourra aussi parler de la claustrophobie, hein, plus en détail. Claustrophobie, agoraphobie, parce que c'est très fréquent aussi. Et puis, un grand merci. Le live, il sera en replay. Donc, il va y avoir les Oui. deux lives pour ceux qui ont raté le premier. Donc, en fait, il y en a eu un premier de 1 heure et puis on a continué sur, je pense, facilement encore une demi-heure ou même plus. Ouais, un petit peu plus, même une bonne Oui. 45 bonnes minutes. Donc c'est cool, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc oui, pour les gens qui demandent dans les commentaires, oui, le live est enregistré, donc vous allez pouvoir le retrouver sur le compte. Oui. Normalement, il est enregistré, hein, mais je crois que c'est OK pour ça. Et Oui, puis oui, oui. ouais, encore une fois, merci beaucoup à ceux qui ont été là, ceux et celles. Merci Vélina aussi pour tes réponses nettes et puis claires, parce que concrètement, il y a beaucoup de méconnaissances et de manque de connaissances autour des crises de panique et des crises d'angoisse. Donc aussi, ce qu'on peut retenir et qu'on peut dire un peu, je pense que pour conclure, c'est que n'ayez pas honte si vous en faites. Si vous connaissez des personnes qui en font, essayez éventuellement d'en parler avec eux ou avec elles, d'essayer éventuellement de les rediriger vers des professionnels de santé. Donc Mm, aussi peut-être nous les envoyer parce qu'on peut aussi rediriger, donner des conseils. mm. Et voilà, les crises de panique, les crises d'angoisse, ça existe, ça touche beaucoup de monde et il y a des solutions. Et il faut pas justement tomber dans le désespoir de j'en fais et ça contrôle ma vie parce que au contraire, on peut contrôler son angoisse. Ça, c'est réel et ça se travaille. Donc, n'hésitez pas à commencer dès maintenant si jamais ça vous en a donné envie à poser des questions, à vous lancer. On redit donc le logiciel Respire Relax. Il y a plein de manières de travailler là-dessus et ça peut commencer dès maintenant. Puis merci beaucoup à toi, Lucas, parce que enfin, moi, je me rends compte de la qualité de tes interventions, de la qualité de tes questions. Enfin, c'est même très rare, hein, même quand j'ai des collègues psy, enfin, ils connaissent pas autant de choses que toi, des fois, sur les attaques de panique. Donc, c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi pendant ce live-là. Donc, franchement, bravo, hein. Ben, le plaisir partagé. Donc Lucas, je te donne ton diplôme tout de suite en fait, Merci, parce que c'est gentil. tu t'en, tu t'en sors super bien. Et puis voilà, donc je vous dis à très très vite. Je vous envoie tout de suite le lien sur lequel vous pouvez cliquer. J'espère que je vais y arriver. C'est pas sûr, mais ah oui, ça a l'air de marcher. Donc voilà, vous cliquez dessus, comme ça me permettra d'enregistrer votre adresse mail et de vous envoyer les informations. Donc je vous dis à très très bientôt. Oui, à très vite. Salut à Merci beaucoup, tous. Lucas. Pense à enregistrer À aussi. À bientôt. bientôt. Ciao.